Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Le Grand Oral depuis le studio Ablaye Biotchani. Pour ce nouveau numéro, nous recevons un homme de droit, parce que du droit, nous en parlerons tout au long de cette émission. Comme d'habitude, cette émission, je l'anime avec mon confrère Aboubakar Tapou. Tapou, bonjour. Bonjour, chers confrères, et bonjour, chers internautes. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous un homme pour le décryptage de l'actualité socio-politique. Il s'agit de Maître Agbayor, conseil de Rekiat Madougou et de l'ancien président Boni Yayi. Il est aussi conseiller juridique du parti Les Démocrates. Maître Renaud Agbayor, bonjour. Bonjour, M. Yakoubou. Merci d'être présent sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Takou, je vous laisse poser la première question. Merci, chers confrères. Merci, Maître, d'honorer de votre présence notre invitation. Merci. Maître, aujourd'hui, jeudi 30 novembre 2023, cela fait, si je compte bien, 1000 jours de détention pour votre cliente, Mme Rekiat Madougou. Triste anniversaire, mais anniversaire certes. Comment vous comptez vous manifester en ce jour si symbolique pour votre cliente? Alors, merci déjà pour la pensée que vous avez à l'endroit de Mme Rekiat Madougou. Effectivement, aujourd'hui, 30 novembre 2023, marque le 1000e jour de détention arbitraire de Mme Rekiat Madougou. C'est assez triste pour notre pays quand on sait qu'aujourd'hui et mondialement, il est reconnu que Mme Rekiat Madougou fait l'objet d'une détention arbitraire, et surtout dans le contexte actuel où le parti Les Démocrates a été reçu à l'invitation du chef de l'État, a été reçu pour discuter des conditions dans lesquelles les détenus politiques pourraient être libérés. C'est assez triste, mais nous pensons que rien n'est perdu et que la cause que nous poursuivons, elle est noble, et tout sera mis en œuvre pour que Mme Madougou retrouve sa famille et ses enfants, parce qu'elle est d'abord mère de famille, elle est aussi une femme politique, une grande intellectuelle dont les compétences en matière d'économie inclusive ont été reconnues. Son expertise a été déjà éprouvée. Donc nous pensons que sa place est en liberté, sa place est dehors. Et nous nous battrons toujours pour qu'elle puisse recouvrer rapidement sa liberté. Oui, Maître, vous parlez de détention arbitraire. Justifiez cela par des réalités juridiques. Alors, nous parlons de détention arbitraire, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas ex nihilo que nous le disons. La détention arbitraire, c'est d'abord une décision du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, qui est l'émanation du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui l'a dit, depuis le 2 novembre 2022, une décision rendue contradictoirement où le gouvernement béninois a été entendu. Le gouvernement béninois a produit un mémoire de près d'une vingtaine de pages. Nous avons aussi produit un recours écrit d'une vingtaine de pages. Donc c'est à la confrontation des documents des différentes parties que le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire est parvenu à la conclusion que Mme Rekiat Madougou n'a pas bénéficié d'un procès équitable, n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence, que Mme Madougou a été arrêtée sur la base d'un mandat d'amener illégal, que Mme Rekiat Madougou, ses droits à la liberté d'expression, d'association et de participation à la direction des affaires publiques ont été violés, donc que les droits civils et politiques de Mme Rekiat Madougou ont été méconnus par le gouvernement béninois. Et donc c'est une décision qui a été communiquée au gouvernement béninois. Ça nous a été également communiqué. Et depuis le 5 mai 2023, le gouvernement est en porte-à-faux avec ses engagements internationaux. Et est-ce que le groupe de travail GTDA n'a-t-il pas des moyens coercitifs de pression pour faire entendre raison au gouvernement béninois? Oui, il y a toujours des moyens coercitifs pour faire entendre raison à un gouvernement qui s'entête à ne pas respecter les droits de l'homme. Je vais vous citer par exemple, il y a un rapport, annuel que le département d'État américain produit sur chaque pays dans le monde entier. Évidemment, la mission diplomatique américaine au Bénin l'a certainement préparée et remis au département d'État américain, et ce rapport-là, nous l'avons à notre niveau, où il est bien indiqué à la page 10, le refus d'un procès public et équitable, parlant du procès de Mme Rekiat Madougou ainsi que de celui de M. Joël Aïvoire, où il est dit que la Constitution et la loi prévoient un pouvoir judiciaire indépendant. Toutefois, le président
Le président de la République dirige le Haut Conseil de la magistrature qui gouverne et sanctionne les juges. La corruption a également affecté le système judiciaire, bien que le gouvernement ait poursuivi ses efforts. Et plus loin, il est dit, en décembre 2021, à l'issue de procès d'une journée fondée sur pratiquement aucune preuve, la Cour de répression des infractions économiques a reconnu Joël Aïvo, candidat à l'élection présidentielle, coupable de blanchiment d'argent et d'atteinte à la sûreté de l'État. Éric Madougou, coupable de financement du terrorisme. La CRIET a condamné M. Aïvo à 10 ans de prison et Mme Madougou à 20 ans de prison. Donc, Mme Madougou n'a pas été autorisée à interroger des témoins clés et l'un de ses avocats a refusé de participer au procès. Et dans ce même rapport, il est indiqué à la page 14 que le 2 novembre, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a rendu un avis sur la détention et la condamnation de Mme Rekiat Madougou. Son groupe de travail sur la détention arbitraire a estimé que l'emprisonnement de Mme Madougou était arbitraire et en violation de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le groupe de travail a demandé au gouvernement de libérer immédiatement Mme Rekiat Madougou et de la dédommager. Alors, ce que nous disons, c'est que nous sommes en présence d'instruments et d'éléments juridiques ayant des caractères supranationaux au droit béninois. De sorte que le gouvernement béninois ne peut pas prétexter de ce que la CRIET a rendu une décision et que les personnes déclarées coupables doivent pouvoir purger leur peine et que je vais caricaturer un peu, que le pardon peut être une erreur des fois. Voilà. Ok, maître, au regard de cette attente-là qui est toujours là, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire encore au-delà de l'injonction du groupe de travail? Oui, ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous continuons de faire. Nous mobilisons la communauté internationale, nous mobilisons les forces vives de la nation, nous mobilisons les partis politiques pour amener le chef de l'État à agir comme un père de la nation. Parce que c'est ce que nous attendons de lui, rien d'autre. Nous ne voulons pas le contraindre à exécuter l'avis du GTDA. Nous l'invitons en tant que premier responsable politique de la nation, en tant que, d'abord, président du Conseil supérieur de la magistrature, chef de l'État, chef du gouvernement, garant du respect des engagements internationaux par le Bénin, à faire en sorte que le Bénin reste crédible vis-à-vis de nos partenaires étrangers. Malheureusement, force est de constater qu'après tout ce que nous avons constaté depuis 48 heures, à l'issue de la rencontre entre le chef de l'État et le président Boni Yayi, l'opinion a pu constater malheureusement que la contradiction principale à la mise en liberté de Mme Rekiat Madougou, c'est le chef de l'État lui-même. Ce n'est pas le ministre de la Justice, ce n'est pas le procureur spécial, ce ne sont pas, et ça n'a jamais été les magistrats du Bénin. Mais il y a une séparation du droit, des pouvoirs au Bénin. Alors, je vais vous expliquer, c'est assez simple et vous comprendrez. Avant 2016, nous avions toujours eu un Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature a toujours été présidé, certes, par le président de la République. Mais dans sa composition, en termes de nombre, les magistrats étaient en supériorité numérique par rapport aux politiques. Après 2016, à l'arrivée du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil supérieur de la magistrature a été modifié dans sa composition. Et de manière numérique, les politiques sont en plus grand nombre. Mais écoutez, on n'a pas besoin d'être mathématicien ou d'être politicien pour se poser la question, quel était l'intérêt visé, quel était l'objectif visé, si ce n'est pas de parvenir à s'acheter une soumission des magistrats dans le cadre de procès dans lesquels nous avions un intérêt. Aujourd'hui, il est unanimement admis qu'aucun magistrat ne peut se permettre d'acquitter un homme politique contre qui le chef de l'État est en contradiction politique et qui se retrouve devant la justice. C'est ça en fait le problème. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas déclarer aux yeux du monde que la justice est libre, elle est indépendante et que dans les faits, tous les mécanismes juridiques qui sont mis en place créent la psychose,
crée la peur, crée une situation où le magistrat lui-même se dit « je préfère préserver mon travail plutôt que de faire mon travail ». C'est en réalité ça le problème. Maître, ce que vous dites là, est-ce que l'association des magistrats du Bénin, je veux nommer l'UNAMAB, est de votre avis? Je ne suis pas membre de l'UNAMAB. Il y a eu l'UNAMAB, je me rappelle, l'UNAMAB dans les années 2019 ou 2020 a fait des sorties, avait dénoncé la modification de la composition du Conseil supérieur de la magistrature en disant que, si mes souvenirs sont bons, qu'il était anticonstitutionnel que le gouvernement entreprenne cette modification de sa composition et que c'était de nature à soumettre les magistrats au diktat du pouvoir exécutif. Est-ce que ce n'est pas parce que les magistrats se prenaient pour les seigneurs de la République? Est-ce qu'on est d'accord déjà que le pouvoir exécutif est un pouvoir qui doit être indépendant du pouvoir judiciaire? Ah oui, c'est normal. Oui, c'est normal parce que c'est constitutionnellement prévu. Alors pourquoi les magistrats, c'est vous qui parlez de magistrats qui se prennent pour des seigneurs. Moi je ne sais pas si les magistrats se sont pris pour des seigneurs, mais les magistrats dans ce pays ont rendu des décisions qui n'allaient pas dans le sens du gouvernement avant 2016. Et ces décisions ont profité à M. Patrice Talon. Alors moi je pense que ce n'est pas parce que vous nommez des magistrats qu'ils ont le devoir de faire tout ce que vous leur demandez. Le magistrat, lorsqu'il est nommé, a l'obligation de se conformer à la loi. La première autorité à laquelle le magistrat doit pouvoir se conformer, c'est la loi et non à l'autorité personnelle de celui qui a signé sa nomination. C'est ce que la Constitution dit. Donc nous disons que c'est une question de principe. Les principes existent, mais dans leur application, il y a beaucoup de, je vais dire, de perversité. Voilà. Bon, maître, vous avez cité toujours concernant le cas Rekia Madougou, les instances internationales, mais est-ce que vous êtes fié à l'autorité supérieure en matière juridictionnelle du pays, en l'occurrence la Cour constitutionnelle? Est-ce que vous avez intenté une action auprès de cette institution? Vous savez, je ne veux pas me perdre en conjecture sur des situations qui pourraient se retourner contre nous. La Cour constitutionnelle aujourd'hui est une cour politique. Elle est politique, elle est essentiellement politique. Ça a toujours été le cas? Ça a toujours été le cas, mais la Cour constitutionnelle a toujours une certaine relation de confiance entre elle et le peuple. Alors, est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui, depuis le départ du président, avant le président Djogbenu de la Cour constitutionnelle. C'était Olo, je crois. Oui, le président Olo. Depuis le départ du président Olo, pouvez-vous me dire une décision majeure prise par la Cour constitutionnelle de sorte à créer l'équilibre entre les institutions de l'État, de sorte à créer l'équilibre entre les forces vives de la nation? Est-ce que vous pouvez me dire une décision à valeur constitutionnelle que la Cour constitutionnelle, depuis le président Joseph Djogbenu jusqu'au président Dorothée Sousa, qui a été mon professeur de droit en première année d'université d'ailleurs, et que j'ai beaucoup apprécié, grâce à qui d'ailleurs j'ai aimé le droit privé et je suis devenu avocat aujourd'hui. Mais dites-moi aujourd'hui, quelle est la décision majeure que l'une de ces deux cours a prise pour apaiser le climat sociopolitique? Aucune. Aucune. On n'a pas une mémoire d'éléphant pour garder tout ça à la mémoire et pouvoir faire la comparaison. Oui, mais maître, avant le président de Sousa, il y avait une décision de la Cour qui a permis aux démocrates de se présenter quand même. Oui, c'est une décision, je dirais, quasiment à minima. Est-ce que le Bénin aurait pu faire une troisième élection sans la participation de l'opposition? Mais on sait très bien les conditions dans lesquelles cette élection a été quasiment permise pour le parti Les Démocrates. Le parti Les Démocrates lui-même, à 2 semaines, ne savait pas qu'il participerait aux élections législatives. Et même dans les antichambres des partis Bloc républicain et l'UPR, tous les états-majors avaient juré
que le parti Les Démocrates ne participerait pas, une fois de plus, à des élections majeures de notre pays. Mais le parti Les Démocrates, plusieurs candidats ont été écartés. Plusieurs leaders de ces partis, certains ont eu des quitus, leur quitus fiscal, mais leurs noms ont été retirés. Mais ce n'est pas le fait de la Cour constitutionnelle, encore moins du chef de l'État, Patrice Talon. Oui, je n'ai pas indexé le chef de l'État, Patrice Talon, mais je dis, est-ce que la Cour constitutionnelle, vraisemblablement, aurait pu prendre une décision de telle nature sans une discussion avec les autorités politiques en place? Non, moi je dis, il faut un minimum de sincérité. Maître, j'ai une question. Aujourd'hui, au regard de ces recours-là qui ne portent pas pour votre cliente, qu'est-ce que vous faites pour la rassurer qu'elle pourra sortir, qu'elle ne fera pas les 20 ans derrière les barreaux? Oui, c'est une question un peu vague. Qu'est-ce que nous faisons pour la rassurer qu'elle ne fera pas les 20 ans? D'abord, c'est une femme politique. Elle a été candidate d'un parti politique en 2021. Dans tous les cas, la décision rendue par le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, tôt ou tard, finira par être appliquée. Elle finira par être appliquée. Et je sais comment fonctionne, pour ma petite connaissance, je sais que la communauté internationale fonctionne par crescendo. On donne le temps aux États de respecter les décisions qui sont prises. Oui, c'était quoi le délai? C'était 6 mois. Le délai, c'était 6 mois. Les 6 mois sont passés. Les 6 mois ont expiré, mais figurez-vous que le Conseil des droits de l'homme, à chaque session, fait le point des avis et décisions qui ont été exécutées et qui n'ont pas été exécutées. Et à l'ordre d'une assemblée, toutes les décisions qui n'ont pas été exécutées font l'objet d'un rapport. Et forcément, le cas de Mme Rekiat Madougou fera l'objet également d'une consultation publique, auquel le Bénin aussi participe, puisque le Bénin est membre du Conseil des droits de l'homme depuis 2021 jusqu'en 2024, pour une année de 3 ans. Donc, le représentant du Bénin aura à s'expliquer devant le Conseil des droits de l'homme pourquoi le gouvernement reste silencieux. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le chef de l'État lui-même qui a dit qu'il n'exécutera pas l'avis du GTDA, en disant qu'il ne compte pas gracier Rekiat Madougou. Ça veut dire qu'il prend sur lui la responsabilité et la décision devant l'opinion nationale et la communauté internationale qui ne compte pas libérer Rekiat Madougou. C'est d'une extrême gravité. Et en plus, devant le ministre de la Justice, à qui nous avons adressé une correspondance depuis le 4 juillet 2023, pour dénoncer la situation de détention arbitraire et le fait que Mme Rekiat Madougou n'a même pas la possibilité d'utiliser les cabines téléphoniques publiques. Elle n'a pas la possibilité de recevoir des visites de ses amis politiques, de ses amis politiques et des membres de son parti politique. Elle n'a même pas la possibilité de recevoir des visites. Elle est la seule au Bénin à ne pas pouvoir recevoir des visites. Alors, est-ce qu'on peut me dire, est-ce que le ministre de la Justice peut me dire une partie de la décision de la CRIET même, sur la base de laquelle elle est encore en décision? Quelle est la partie de la décision de la CRIET qui dit que Mme Rekiat Madougou ne peut pas recevoir de visite? Quelle est la partie de la décision de la CRIET qui dit que Mme Rekiat Madougou ne peut pas téléphoner avec les cabines publiques? Mais quand même, il faut arrêter un peu. Si ce n'est pas de l'acharnement obsessionnel contre une mère de famille, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce que Mme Madougou a tué dans ce pays? Qui est-ce qu'elle a tenté d'empoisonner? Qui est-ce qu'elle a tenté, je vais dire, comment on appelle ça? Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Madame Madougou est une femme qui a des vertus, qui a des convictions qui lui sont propres. Elle a ses qualités, elle a ses défauts, comme toute personne. Mais quand on décide de la vouer aux gémonies par la seule volonté d'un homme, je dis, c'est quand même abusé. Et je dis, dans tous les cas, le temps est la mesure de toute chose. Mais nous continuerons de nous battre pour que le droit reste en faveur de Mme Rekiat Madougou. Il ne suffit pas d'inviter des non-sachants juridiques pour faire une sorte de démonstration juridique et les surprendre dans des conditions préméditées. Et ça, je reviendrai là-dessus, sur le fait qu'il n'est pas loyal au plan politique. C'est contraire à l'éthique politique que d'enregistrer des personnes à leur insu, sans même leur donner la possibilité d'avoir accès aux éléments et de l'exploiter dans une visée politique communicationnelle perverse. Ce n'est pas normal. Maître, ok, nous allons revenir sur cet aspect-là par rapport à la rencontre, mais nous allons marquer d'abord une pause.
Merci. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau pour aborder le second sujet par rapport à la rencontre président Patrice Talon, Parti les démocrates. Maître, au regard de cette rencontre, qu'avez-vous gagné à la sortie? Ce que nous avons gagné, Oui. je ne sais pas si je dois m'exprimer en tant que conseiller juridique du Parti les démocrates. Certainement, c'est en cette qualité que vous m'avez posé la question. Oui, puisque c'est juridique. Ah oui, moi je dirais tout simplement, pour être en phase avec mes convictions, je veux être un peu incrédule. J'attends de voir. Parce qu'une chose est de faire des annonces, aussi importantes, aussi grandes soient-elles. Une autre chose est de les traduire dans les faits. Parce qu'il n'y a pas de calendrier par rapport à ce que le président de la République a dit, aux promesses qu'il a faites, notamment par rapport aux étudiants qui sont en détention. Ça va se faire dans combien de temps? Dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois? Parce qu'il faut l'avoir écouté. Il a dit qu'il a demandé au ministre de la Justice que les procédures s'accélèrent. Alors les procédures, il y a le temps des hommes, mais il y a le temps de la justice. Alors si les procédures doivent s'accélérer, on parle de près d'une centaine de jours. Est-ce qu'elles vont s'accélérer pour qu'on ait un procès dans 1 semaine? Ou est-ce qu'elles vont s'accélérer pour qu'on ait un procès dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans ou en 2026? Mais comme ce sont des manipulations. Parce qu'il a dit qu'il attend que les procédures s'accélèrent, que des décisions soient rendues avant qu'ils ne prennent une mesure de grâce présidentielle à leur encontre. Ça veut dire que le chef de l'État, certainement, considère que tant qu'ils ne sont pas condamnés, il n'entend pas prendre une mesure de grâce présidentielle. Maître, parlons toujours de cette rencontre. Il y a l'FCBE, bon, le parti auquel appartenait votre client, Oui. le docteur Boni Yayi, ancien président, qui sont sortis hier, et ils ont, eux, dans leur position, souhaité que l'opposition, les démocrates, ne donnent plus dans cette expertise d'audit des instances Du fichier du fichier électoral. électoral. Eux, ils ne veulent pas. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire beaucoup de tristesse. Ça m'inspire vraiment profondément de tristesse. Ça m'inspire beaucoup de tristesse. Parce que à qui profite leur position? Non. À qui profite une telle déclaration que Dieu dit qu'il ne souhaite pas que le fichier électoral soit audité? Le chef de l'État lui-même a déjà dit qu'il accepte que le fichier soit audité. J'ai comme l'impression que c'est une déclaration pour faire plaisir au chef de l'État, plutôt que de faire plaisir à leurs propres militants. C'est le seul commentaire. Dans le même temps, ils disent toujours que ils sont contre le fait que le président Boni Yayi aurait dit à cette rencontre devant le chef de l'État, Patrice Talon, que la FCBE n'était pas un parti qu'on doit considérer comme un parti de l'opposition. C'est un procès qui vous est fait. Qu'en dites-vous? En fait, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie sur les conditions dans lesquelles les membres actuels de FCBE ont exclu le président Boni Yayi du parti FCBE, parce que je ne dirais pas que le président Boni Yayi est parti du FCBE. Il a été exclu parce que ce soit la plupart des actuels dirigeants, M. Aboubakar Yaya, que je connais, pour ne parler que de lui, je me rappelle que je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré à l'époque, à la demande du président Boni Yayi, pour tenter un rapprochement, pour que le parti FCBE reste toujours sous la direction, sous la présidence d'honneur du président Boni Yayi. Mais ils ont fait leur choix. Ils ont fait leur choix d'écarter le président Boni Yayi, certainement dans un objectif de contraindre le président Boni Yayi à la retraite politique, qui en était l'instigateur, qui était à la manœuvre. Mais aujourd'hui, le constat il est évident. Le parti, les démocrates, est la première force politique de l'opposition. Oui, maître, le président Yayi a démissionné de lui-même. Il a rédigé un courrier. De démission. Le président Boni Yayi a démissionné de lui-même parce que nous lui avons demandé de démissionner après que toutes les tentatives de médiation pour ramener ses collaborateurs à la raison aient échoué. C'est pour garder une certaine dignité que le président Boni Yayi
a été, je dirais, la mort d'Alam, contraint de démissionner. Toujours dans le même dossier, les membres de la FCBE ont dénoncé un fait. Ils ont dit que parlant des détenus politiques, que le président Yahya Boni aurait parlé uniquement, ou du moins aurait évoqué que le cas de Rekia Madougou. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette accusation? Je crois que le parti FCBE doit pouvoir quand même faire attention. Je crois qu'ils se sont un peu précipités à s'arc-bouter à ce qui se dit sur les réseaux sociaux sans prendre la peine de vérifier ce qui en est réellement. Je pense qu'ils auraient dû se rapprocher de l'ORTB pour avoir tout l'élément, tout l'enregistrement, de le visionner de bout en bout avant de faire une telle déclaration qui pour moi est lapidaire et hasardeuse. Parce qu'en réalité, il y a même une vidéo qui circule où on entend clairement le président Boni Yayi parler de Mme Rekiat Madougou ainsi que du professeur Joël Aïvor en demandant l'amnistie. Et j'en viens pour dire que le président Boni Yayi n'a jamais demandé la grâce présidentielle ni pour Rekiat Madougou ni pour M. Joël Aïvor. Le président Boni Yayi a demandé le soutien du chef de l'État pour que la loi d'amnistie puisse être votée par les députés membres de la majorité présidentielle. On a eu à entendre un pardon demandé pour Rekiat Madougou seul, dans les propos. Non, moi je n'ai pas entendu. Il y a des propos qui ont circulé où le président demandait. Moi je n'ai pas entendu. Moi je n'ai pas entendu. Si vous avez entendu, peut-être que vous pouvez dire que nous avons lu. Oui. Vous avez peut-être lu. Mais entre ce que vous entendez et ce que vous lisez, dans la traduction, il y a un puits. Il y a une mer. Ok, permettez-moi, je vais citer les propos alors. Je cite les propos de Patrice Talon que les gens ont rapportés. Monsieur le président Boni Yayi, je vous ai déjà dit que je ne compte pas gracier Rekia Madougou. Et au président Boni Yayi de répliquer en disant, président, je demande pardon pour Rekia Madougou. Comprenez le sens de mon pardon. Voilà quelques propos. Oui. Et compte tenu de ces propos-là, les gens disent que bon, Yayi est dans une certaine mesure régionaliste, il ne demande que le pardon pour Rekia Madougou. Oui, mais c'est ce que je dis. Est-ce que c'est des choses que vous avez entendues ou bien des choses que vous avez lues? Oui, c'est très important. C'est les choses, les coulisses qui sont sorties. Non, les coulisses des réseaux sociaux. Les coulisses des réseaux sociaux. Non, des coulisses provenant du palais. Oui, des coulisses provenant du palais. Mais moi je dis, dans ce cas, le palais peut mettre à la disposition de l'opinion l'intégralité de l'entretien, puisque ça a été même enregistré pendant 4 heures. La séance a duré 4 heures. Mais est-ce que vous savez, et ça je voudrais rappeler à la mémoire de nos populations et de nos concitoyens, est-ce que vous vous souvenez que le chef de l'État a reçu le président Boni Yayi le 23 septembre 2021, sous la pluie, aux environs de 11 heures. J'étais, je me rappelle bien, à l'étranger, aux environs de 11 heures. Lorsque le président Boni Yayi s'apprêtait à entrer dans son véhicule pour se rendre au palais, il m'a appelé. Et ça, je le dis, c'est authentique, pour me demander, Maître Abodjo, rebriefez-moi ce dont nous avons parlé la veille et de ce que je dois pouvoir exposer. Je lui ai dit, papa, parce que je suis à l'âge de mon père, vous n'avez pas dit autre chose que ceci. Monsieur le Président, je vous demande pour la paix de libérer Rekiat Madougou et Joël Aïvor. Mais alors? Et seulement, maître. J'en viens. Rekiat Madougou et Joël Aïvor. Est-ce que cela n'a pas été dit? Nous sommes tous témoins. Vous pouvez ressortir les images. Alors, s'il l'a fait en 2021, pourquoi ne le ferait-il pas en 2023? Est-ce que vous ne savez pas qu'au sein du parti les démocrates, il y a des amis de Joël Aïvor? Donc, quel intérêt le président Boni Yayi a parlé uniquement de Rekiat Madougou? Mais en réalité, disons-nous les choses en face. Disons-nous les choses en face. C'est-à-dire, nous avons un devoir de sincérité envers nos frères, nos sœurs, devant l'opinion béninoise. Parce que le débat, il est très sérieux. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que pour une paix sociale, pour l'unité nationale, est-ce que vous pensez aujourd'hui, sans même qu'on ne demande au président de la République, est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'on peut libérer l'un sans l'autre? Est-ce que vous pensez qu'on peut libérer Joël Aïvor sans Rekiat Madougou ou Rekiat Madougou sans Joël Aïvor sans même que cela ne crée un risque
de dislocation de nos communautés. Alors quand les gens font une sorte de récupération politique pour dire que le président Boni Yahi n'a fait que la demande de libération de Rekia Madougou, je dis que c'est malsain. C'est malsain. Ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. Dans tous les cas, la famille biologique de Rekia Madougou et la famille biologique de M. Joël Aïvo, les familles savent ce que le président Boni Yahi fait pour que leur responsable de famille puisse recouvrer la liberté. Et ça, c'est déjà le plus important. Très bien, maître, parlons toujours de la rencontre, hein, et toujours les FCBE, ils accusent les membres de la délégation qui étaient avec le chef de l'État de n'avoir pas suffisamment de couilles pour dire cette vérité. Et ça se remarque parce qu'à l'entame de cette rencontre, nous avons pu voir, pour les images que nous avons visualisées, Laurent Rossi, qui par 3 fois avait enlevé son chapeau, qui était dans un Salamalek qui n'avait plus de nom, que s'en fallait, il allait même baiser les pieds du président. C'est vous qui le dites. Non, c'est ce que je voyais. Et ça comptait que, bon, à la conférence de presse, j'ai vu les choses changer. J'ai vu Eric Oneté dit, monsieur le chef de l'État, parlant de Patrice Talon tout le temps. J'ai vu Tchadé qui, pour parler du président Patrice Talon, parler du chef de l'État. Et on semblait une courbette dans leur rendu. Et cela m'a paru un peu suspect parce que je me rappelle, il n'y a pas 2 ans, je crois que ce sont eux qui ne reconnaissaient même pas l'autorité du chef de l'État. Aujourd'hui, pour qu'ils la reconnaissent à ce point, je dis, qu'est-ce qui se passe dessous? Est-ce que l'FCBE n'a pas raison de vous accuser de ne pas suffisamment faire preuve de couilles devant le chef de l'État? C'est une question à laquelle je ne saurais répondre avec beaucoup de fermeté ou avec beaucoup de conviction, contrairement à mes habitudes, parce que je n'ai pas tous les éléments. En ce que vous avez vu, qui peut être considéré à tort ou à raison comme le respect dû à l'autorité, qui peut être aussi considéré comme de la courtoisie, qui peut être aussi considéré peut-être aussi comme fait être trop obséquieux envers l'autorité, mais c'est chacun selon son éducation. Moi, je connais monsieur Basile aussi, qui est le 2e vice-président de l'Assemblée nationale. Je le côtoie. Dans nos entretiens, je vois un homme déterminé en faveur de la libération des détenus politiques, déterminé en ce que les élections présidentielles ou les élections générales de 2026 doivent pouvoir se faire dans des conditions de transparence. Oui. Et en plus, je dirais la même chose pour le président Tchadé. Vous savez, chacun a son style, chacun a sa façon de faire. Je veux faire une précision, Oui, un homme déterminé, mais aussi un homme qui récemment a fait ses soins en Europe avec les moyens de l'État par je ne sais de Patrice Talon. Oui, moi je ne sais pas d'où ça peut avoir je ne sais pas d'où vous tirez cette information. Je ne sais pas d'où est-ce que vous tirez cette information. On est journaliste, on a toutes les informations. Oui, c'est vous qui le dites, il reste à le prouver. Encore que même si il a été soigné à l'étranger, encore faut-il le prouver. Mais je dis, même s'il a été soigné à l'étranger et que le chef de l'État était intervenu, mais où est le mal? Où est le mal? C'est un citoyen béninois ou pas? Parce que le fait que le gouvernement demande à ce qu'un citoyen béninois soit soigné à l'étranger, moi je ne vois pas le problème. Je ne vois pas le problème. C'est de la responsabilité de l'État de soigner et de faire en sorte que tous les citoyens soient soignés dans les moyens. Non, c'était juste la coubelle de trop mais ça, je parle au conditionnel. Hein. Je parle au conditionnel. Voilà. Donc certainement vous nous reviendrez par rapport à ça, pour qu'on ne puisse pas dire salam alek, un salam alek de trop. Non, la coubelle de trop. Non, monsieur, je pense que monsieur Basile aussi est mieux placé pour vous expliquer la posture qu'il a eue. Je ne saurais. Pourquoi cette position crevette? C'est vous. Moi je ne l'ai pas vu dans tous les cas. Non, parce que j'avoue. Il est du certain taille, mais quand on voit le chef d'État, par 3 fois c'était une crevette. J'avoue personnellement que je n'ai pas pris le soin de regarder toutes les vidéos. Oui, mais le chapeau à main alors que les autres portaient comme. Non, 3 fois le chapeau à lever. Mais c'est une question de ressenti personnel. Il te récolte pour avoir moins que la taille du président Talon. Non, je pense que vous êtes en train de blaguer, vous êtes en train de me chahuter. Il faut mettre ça sur le compte du ressenti personnel de chaque individu. Ok. Bon, nous allons marquer une pause pour quelques instants.
Nous sommes de retour sur le plateau pour parler toujours des accords et des désaccords par rapport à cette rencontre entre le président Patrice Talon et le Parti Les Démocrates. Monsieur Takou, je vous laisse poser la question à Maître. Maître, tout à l'heure, vous fustigiez le comportement de notre Cour constitutionnelle, alors que Éric Ouletté, président de votre parti, demandait... Vice-président, excusez-moi du peu, vice-président de votre parti, demandait au président Talon, dans le cadre des révisions qu'il souhaite, qu'il pousse, je parle du chef de l'État, un membre de la Cour constitutionnelle à la démission, afin de le voir être remplacé par un membre de l'opposition. Et quoi dit-on? Souhait auquel le chef de l'État a opposé un refus catégorique en lui faisant observer la grandeur des institutions qui doivent être au-dessus des partis politiques et des béninois. Ne voyez-vous pas un Patrice Talon très soucieux de la liberté des institutions en plus du Bénin? Contrairement à ce que vous dites. Votre question me fait sourire parce que j'ai entendu beaucoup de choses où le vice-président du parti, les démocrates, a été voué aux gémonies pour dire oui, qu'il a manqué de stratégie politique, il n'a pas été, il a erré en droit. Non, je dis en réalité, c'est qui veut noyer son chien l'accuse tout simplement de rage. Voilà. Alors, moi je vais vous poser une question. Est-ce que c'est vrai qu'en 2022, le président de la Cour constitutionnelle d'alors a démissionné? Je vais parler du président, du professeur Joseph Djogbeno. Quand il a démissionné, où est-ce qu'il a atterri? Dans un parti politique. Le parti politique appartient à qui? Au président Talon. Mais le débat, il est clos pour moi. Alors, est-ce qu'on est d'accord, est-ce que nous sommes d'accord que la loi fondamentale a érigé le consensus comme un principe à valeur constitutionnelle? Ensuite, est-ce que nous sommes d'accord que la rencontre entre le président de la République et les responsables du parti Les Démocrates est une rencontre politique? C'est une rencontre politique, c'est d'abord une rencontre politique. Ce n'est pas une rencontre juridique. Parce que le président Boni Yayi a alerté la communauté internationale sur les difficultés que le Bénin pourrait rencontrer si la liste électorale informatisée, si le processus électoral ne prenait pas en compte la participation effective de l'opposition. Et si les détenus politiques, dans leur majorité ou dans leur entièreté, ne recouvraient pas la liberté, en tout cas si on ne soldait pas les effets néfastes des élections de 2021 avant d'aller à celles de 2026. Voilà le débat. Donc c'est d'abord une discussion politique. Ça veut dire que lors d'une discussion politique, qui en réalité doit se faire dans une situation de confidentialité, et ce sont les résultats qui sont mis à la disposition du public et que l'on relaie. Mais moi, je dénonce le caractère pervers de l'exploitation des discussions politiques qu'il y a eu entre le chef de l'État et les responsables du parti. Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient enregistrés? Je ne crois pas. Je ne crois pas que le président Boni Yayi et ceux qui étaient avec le chef de l'État savaient qu'au moment où ils étaient en train d'échanger avec le chef de l'État, ils étaient enregistrés. Puisqu'il n'y avait pas, visiblement à leur connaissance, de caméras visuelles qu'ils voyaient devant eux. Maître, est-ce que vous n'aurez pas dû préparer vos éléments avant cette rencontre? Mais qui vous dit qu'ils n'ont pas été préparés? Qui vous dit qu'ils n'ont pas été préparés? Que le président Éric Ouletté demande à ce que le chef de l'État fasse démissionner un membre de la Cour constitutionnelle. En quoi c'est un problème? Si en 2022, son avocat personnel, président de la Cour constitutionnelle, a démissionné, s'est retrouvé chef de parti et candidat aux élections législatives, pourquoi ici il l'a fait en 2022, il ne pourrait-il pas le faire en 2023? Est-ce qu'on n'était pas ici en 2020, en plein processus électoral des communales, après même que les élections et les résultats aient été connus? Est-ce qu'on n'était pas en plein processus électoral et que le chef de l'État a pris sur lui la responsabilité de suspendre le processus électoral et a renvoyé les députés pour voter une loi rectificative pour permettre aux situations de blocage d'être décantées? Mais c'est le consensus politique. Pourquoi les gens s'émeuvent? Parce que je dis une chose, il faut qu'on ramène le débat là où il faut. J'ai comme le sentiment
que l'invitation du chef de l'État adressée au Parti Les Démocrates avait pour objectif de regagner, je vais dire, de reprendre la main au niveau de la communication politique, parce qu'ils étaient véritablement en difficulté depuis plusieurs mois. Je crois que c'est ça. Mais si le Parti Les Démocrates n'avait pas répondu à cette invitation, je crois que ça aurait été plus grave. Ça aurait été plus grave. Le risque était grand que ce soit une exploitation unilatérale qui soit faite par le gouvernement de cette séance. Mais l'esprit républicain et citoyen obligeait le président de la République, ancien chef de l'État, de répondre à cette invitation. Bon, entre autres, au cours de cette rencontre, le président Talon a dit concernant le pardon qu'il pourrait bien être une erreur en politique. Une faute. Une faute. Je crois que le président de la République, avec tout le respect que je dois à l'institution, le ministre de la Justice qui était à ses côtés... Le ministre de l'Intérieur aussi. Non, je parle plutôt du ministre de la Justice, aurait dû briefer le chef de l'État sur la conception juridique du mot pardon. Parce que le pardon est prévu par la loi. Hein. Quand on prend la grâce présidentielle, c'est le pardon. L'amnistie, c'est le pardon. La liberté conditionnelle, c'est le pardon. On est d'accord? Donc la loi elle-même a prévu le pardon dans le code pénal. Et la Constitution également a prévu le pardon. Donc à partir du moment où c'est prévu légalement, ça ne peut plus être une erreur. Le chef de l'État peut dire que actuellement, je n'ai pas envie, je ne me sens pas prêt à accorder la grâce présidentielle. Mais je pense que c'est un argument politique. Parce que le chef de l'État certainement se dit actuellement, il n'est pas dans le besoin politique de donner une grâce présidentielle. Ça peut changer dans 1 mois, ça peut changer dans 2 mois, ça peut changer dans 6 mois, ça peut même changer aujourd'hui. Il a dit aussi en filigrane. Mais alors, je prends un exemple. Parce que faut pas qu'on nous fasse croire que ce serait une première. Faut pas qu'on nous fasse croire que c'est le Bénin qui est le premier à gracier ou à amnistier des citoyens en difficulté avec la loi. Mais tout récemment, en Espagne, le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, après les élections, il était certes en tête, mais il avait des difficultés à constituer un gouvernement. On sait très bien avec qui il s'est allié. Il s'est allié avec M. Carlos Puigdemont. Mais qu'est-ce que ça donnait? Une loi d'amnistie en faveur de qui? De M. Carlos Puigdemont, qui lui est un sécessionniste. C'est un sécessionniste qui a appelé à la sécession de l'Espagne. Donc, c'est pour des faits encore bien plus graves qui sont constitutifs de haute trahison qu'il a été poursuivi et condamné. Il était en exil. Mais pour des situations de politique intérieure, les Espagnols ont trouvé un consensus, un arrangement pour permettre à leur démocratie d'avancer. Alors, qu'est-ce que nous on va apprendre aux Espagnols en matière de démocratie? Si les Espagnols ont pu amnistier M. Carlos Puigdemont, pourquoi les Béninois n'amnistieraient pas Ricard Madougou? Pourquoi ils n'amnistieraient pas M. Joël Aïvo? Soyons humbles. Ramenons la balade. Mettons sait que le président Boni Aïe avait accordé son pardon à M. Patrice Talon. Peut-être que Talon a peur de l'accorder à Madougou qui pourrait le remplacer par la suite. Il y a ça aussi. Mais c'est un droit que Ricard Madougou remplace le président Patrice Talon. Vous-même, vous pouvez remplacer le président Patrice Talon. Monsieur Takou, vous n'aimerez pas remplacer le président Patrice Talon? Si je le dis, il faut me charcuter. Je ne veux pas le dire. Non, pourquoi? Je le pense intérieurement. Excusez-moi, c'est quand même sérieux si je vous le dis. Mais justement, en fait, je pense que il faut que le débat politique soit les élections soient des moments de liesse. On ne doit pas faire en sorte que les moments d'élection soient des moments de crispation. C'est-à-dire, le président Patrice Talon, je pense qu'il y pense, je pense qu'il y pense dans son fort intérieur, même s'il ne le dit pas. Il doit faire en sorte que les conditions qui ont concouru à son élection, dans un climat apaisé, d'inclusion, de consensus,
il a l'obligation morale envers l'opinion béninoise et la communauté internationale de créer les mêmes conditions avant son départ en 2026. Sinon, le rêve qu'il poursuit, qui est celui d'être porté en triomphe, il n'aura pas atteint en dépit des performances économiques dont il se vante, dont son gouvernement se vante. J'aimerais revenir encore sur le cas Reka Madougou. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'épuisement d'un certain nombre de voies de recours. Mais est-ce que vous avez tenté l'option d'une révision de son procès? Surtout qu'ils ont refusé la peine de faire appel. Oui. Vous avez refusé de faire appel, mais est-ce que vous n'envisagez pas une révision de son procès? Nous y avons pensé. Mais en l'état actuel de la situation de l'absence d'indépendance du pouvoir exécutif, il est illusoire de penser qu'un procès en révision du pouvoir judiciaire, pardon, autant pour moi, en raison de l'absence d'indépendance du pouvoir judiciaire, il est illusoire de penser qu'un procès en révision va aboutir à la libération de Reka Madougou. Par contre, si demain, une loi modificative de la composition du Conseil supérieur de la magistrature était votée par le Parlement et promulguée par le chef de l'État pour que le nombre, c'est-à-dire pour qu'on retourne à l'ancienne composition qui permet aux magistrats d'être plus nombreux que les halogènes politiques, je vous garantis que nous n'allons pas attendre une semaine avant d'introduire un procès en révision sur la base de l'avis du GTDA. Donc, c'est aussi une possibilité. C'est pour ça que nous disons, il n'y a pas de transparence. Le mal, il est profond. Le ver est dans le fruit. Le ver est dans le fruit. Donc, tout le monde voit, les plus avertis qui n'ont pas d'intérêt politique avec le pouvoir en place se taisent. Les plus avertis, juridiquement, qui ont des intérêts avec le pouvoir en place, font comme s'ils ne voient pas. Et quand ils voient, ils préfèrent parler de ce qui est accessoire au lieu de parler du principal. Et au niveau du Parti Les Démocrates, quelles sont réellement les pistes possibles pour un véritable dialogue politique? Mais le Parti Les Démocrates est demandeur d'un dialogue politique. Et nous continuons de demander un véritable dialogue politique. Parce que le dialogue politique ne doit pas seulement se limiter entre le chef de l'État et un parti politique. Le format de dialogue politique, peut-être que le chef de l'État veut, c'est le dialogue politique où il est le maître de cérémonie, il est le parrain, c'est lui qui donne les points, c'est lui qui donne les notes, c'est lui qui dit on va dans tel sens plutôt que dans tel autre. Nous ne voulons pas de ce dialogue politique. Nous voulons un dialogue politique qui va aboutir sur un consensus, mais pas un dialogue où le chef de l'État, omnipotent, omnipuissant, vient donner des injonctions, nous rappeler que oui, vous êtes qui pour demander telle chose, vous êtes qui pour demander telle chose. C'est d'un paternalisme qui n'est pas bienséant. Oui, vos collègues de parti LD ont sans doute émis ce souhait devant le chef de l'État. Quelle a été sa réponse? Lequel des souhaits? La demande d'un dialogue politique franc. Oui, mais la demande d'un dialogue politique franc, la réponse du chef de l'État, certainement, nous attendons de voir. Mais je veux dire que ce dialogue politique... Oui, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à ça? Oui, mais ce qu'il a dit par rapport à ça... Oui. Oui, mais les conclusions de la séance sont connues de tous. Les conclusions de la séance sont connues de tous. Est-ce que vous avez vu dans les conclusions qui ont été relayées par les communicateurs de la présidence de la République, est-ce que vous avez vu que le chef de l'État a dit oui à un dialogue politique? Il ne l'a pas dit. Ça veut dire que le chef de l'État reste braqué sur l'ouverture politique que le Bénin doit connaître pour que nos frères et sœurs qui sont en exil rentrent, pour que nos frères et sœurs qui sont en détention recouvrent la liberté. À leur sujet, d'ailleurs, il a dit que lui n'a jamais signé un décret présidentiel pour les renvoyer hors du Bénin et que s'il ne se reproche rien, qu'il pourrait rentrer pour faire face à la justice béninoise. Comme un certain Guillaume Soro. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Qu'est-ce que je conseille à qui? Aux compatriotes qui sont en exil et qui sont, par cet entretien et cette réponse du chef de l'État, invités à venir affronter la justice de leur pays. Non, je crois qu'il ne faut pas qu'on aille vite en besogne. Parce que le problème, il est assez sérieux. Je prendrai le cas de M. Adjavon. Bien qu'étant en exil, M. Sébastien Adjavon continue de faire l'objet de poursuites judiciaires. Ses biens ont été vendus.
Sa société même est en train de lui être arrachée, sa société d'assurance, la FEDAS. Vous pensez que M. Sébastien Aljavon et la GAB, vous pensez que les conditions pour M. Sébastien Aljavon sont réunies pour entrer, alors que, comment on appelle ça, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a demandé qu'il soit dédommagé? C'est pas possible, c'est illusoire. Alors que celle même qui est en détention depuis près de 3 ans a bénéficié d'un avis du groupe de travail pour sa liberté. Cet avis n'a pas été exécuté. Vous voulez qu'il vienne se jeter dans la gueule du loup? Puisque le Bénin ne respecte pas les décisions de justice, il n'a aucun intérêt à venir pour l'instant. C'est pour ça que nous disons que nous sommes demandeurs d'un dialogue national. Un dialogue national où toutes les parties sont à équidistance, où les garanties sont données à tout le monde pour que le Bénin se retrouve dans les conditions dans lesquelles il était avant les élections de 2016. C'est tout. Merci, maître. Nous tirons vers la fin de l'émission. Vous avez la latitude de nous poser une question. Mais avant ça... C'est la tradition de notre émission. Oui. Le grand oral permet à l'invité de poser une question aux journalistes qui... De quelle nature? N'importe quelle. Mais à qui disait oui. Mais avant. Mais avant ça, oui. maître, aujourd'hui, la célébration des 1000 jours de Madougou. De détention. Qu'est-ce qui est prévu? Non, vous verrez dans le cours de la journée, vous verrez ce qui se fera. C'est d'abord pour marquer que cette journée est une journée mémorable. Et que 1000 jours, ce n'est pas un jour, ce n'est pas 10 jours. 1000 jours, c'est quasiment 3 années. C'est quasiment 3 années de détention. Et je voudrais demander au chef de l'État de se mettre à la place de Ricat Madougou, qu'il connaît très bien. Comment? Il connaît Ricat Madougou parce que Ricat Madougou fait partie de celles et ceux qui ont œuvré pour que son exil prenne fin. Il le sait. C'est un secret d'ailleurs de Polichinelle aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez revenir légèrement là-dessus pour permettre aux Béninois d'en savoir un peu plus ce qu'il est caché? Est-ce que c'est encore caché? C'est sûr. Ricat Madougou a été conseiller spécial du président togolais. Ricat Madougou a été ministre de la Justice. Elle a été ministre de la Microfinance. Donc elle avait l'avantage d'être proche et du président Boni Yayi et du président Faure Gnassingbé. Alors, dites-vous, posez-vous la question, pourquoi au lendemain de l'élection du président Patrice Talon, le chef de l'État Patrice Talon et le président Boni Yayi se sont retrouvés en Côte d'Ivoire en présence du président Faure Gnassingbé? Parce que quelqu'un a fait un travail de lobbying permettant au chef de l'État de pouvoir bénéficier du pardon du président Boni Yayi. Et ce pardon-là, c'est en cela que le président Boni Yayi disait: comprenez le sens de mon pardon. Comprenez le sens de mon pardon. Le sens de mon pardon que je vous invite à comprendre, c'est celui qui doit profiter à celle grâce à qui vous avez obtenu mon pardon. Merci, la question. La question, maître. Alors, je vous avais posé la question de savoir où est-ce que vous avez eu votre couturier, parce que j'aime beaucoup votre style de couture. J'ai demandé le numéro de votre couturier. Maître a tout cassé. En effet, bon, je ne me suis pas fait habiller par l'extérieur, non, c'est un couturier béninois que j'ai rencontré curieusement chez le ministre Samoa Dambi dans son bureau et qui m'a donné son numéro. Je l'ai contacté, il m'a refait la posture. Si maître a vu que je suis élégant, alors je le remercie tout le monde. Non, c'est vrai, vous êtes élégant et comme je fais de plus en plus en tenue locale, et donc je veux aussi faire en sorte que les promoteurs ou les artisans couturiers du Bénin puissent aussi prouver leur talent. Là, vous êtes dans la même dynamique que le chef de l'État Patrice Talon. Ah oui? Ah oui, il est pour la promotion du local. Et d'ailleurs, GTIZ, vous appelez, non? GTIZ. Bon. Est-ce que vous voulez que est-ce que vous souhaitez que je titille un peu le président de la République? Et pourquoi pas, c'est le grand oral, on est en mode... Ah oui, dans ce cas, je vais inviter le président de la République à demander à un conseil des ministres, à tous ces ministres de se mettre en tenue locale.
Pour une fois. Ça, L'appel est lancé. L'appel est lancé. Au président de prendre la balle au bon. merci. Ça aura plus d'impact. Aussi bien, ça va galvaniser la jeunesse qui vit difficilement actuellement aujourd'hui. Et il faut donner l'exemple. Il faut donner l'exemple. Merci beaucoup. Merci, Maître. En attendant d'avoir notre façon d'Afani du côté du Burkina Faso, l'émission tire vers sa fin. Amis internautes, merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous du prochain numéro. À bientôt.